Bonsoir à tous. C'est donc au Centre d'histoire judiciaire que revient l'immense privilège ce soir d'inaugurer, comme l'a dit Stéphanie, la première édition des Échappées inattendues dans la région des Hauts-de-France. Alors c'est d'autant plus un honneur pour nous que l'année prochaine, à la même période, notre laboratoire fêtera ses 40 ans. Donc nous avons donc décidé de faire de cette soirée la soirée qui ouvrirait les festivités qui vont se dérouler pendant une année et qui marqueront du coup ces 40 années. Quelques mots sur le Centre d'histoire judiciaire. Nous sommes donc une UMR, ce qu'on appelle une unité mixte de recherche. C'est-à-dire que nos travaux sont placés sous la tutelle du CNRS et de l'université. Les thématiques de recherche développées par notre laboratoire sont l'histoire de la justice, dans son sens le plus large, les questionnements autour de son évolution, ses acteurs, leur rôle, mais également l'étude de la norme, sa construction, son évolution, et tout cela dans une perspective à la fois historique, puisque nos travaux traitent d'une période qui va de l'Ancien Régime jusqu'à une période contemporaine, et dans une perspective internationale, c'est-à-dire que nous avons une vision comparatiste de nos études de façon systématique. Alors, permettez-moi de vous présenter les membres du laboratoire qui, ce soir, seront là pour vous présenter le procès de l'affaire Agnès Pillet. Donc, tout d'abord, Sébastien Hicquebrandt, qui est documentaliste au CNRS, qui s'occupe notamment de la gestion de notre fonds ancien. On a une très belle collection de fonds anciens au Centre d'histoire judiciaire et c'est lui qui la gère. Ensuite, Renaud Limlet, qui est ingénieur à l'université. Donc, tu peux peut-être te lever, Renaud. Voilà. Renaud est ingénieur, il est spécialisé donc en ancien régime et il est le référent des humanités numériques dans notre laboratoire. Et ce soir, Renaud s'attardera sur tous les éléments de procédure liés à cette affaire. Ensuite, Damien Charabidze, qui est professeur des universités, il est biologiste et il est par ailleurs expert judiciaire, spécialiste des insectes sur les cadavres. Voilà, ça plante le décor. Ce soir, nous allons donc vous proposer de remonter le temps pour revivre une affaire, un grand procès qui s'est déroulé en 1718, qui est l'affaire d'Agnès Pillet. Une partie des éléments qui vont vous être exposés doivent ce soir beaucoup aux travaux d'un doctorant de notre laboratoire, qui est Sébastien Dalluin et qui depuis est devenu maître de conférence, puisque ce dernier a, dans le cadre de ses travaux de thèse, retranscrit l'intégralité de ce procès. Voilà, alors ce procès, en fait, il était probablement à l'origine dans ce petit sac que vous voyez ici, qu'on appelle un sac de procès. Et nous avons l'immense bonheur, ce soir, d'avoir un sac de procès qui nous a été confié par les archives départementales, qu'ils en soient remerciés. Ça a été le fruit d'un gros travail. Je remercie au passage la délégation aussi du CNRS qui a tout mis en œuvre pour que ce sac puisse venir ici, et bien évidemment le musée de l'Hospice Comtesse aussi qui a assuré le maintien en sécurité de ce sac de procès. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sac de procès ? Eh bien, à chaque fois qu'une affaire devait débuter, les magistrats, les greffiers, avaient pour habitude d'utiliser ces sacs de chanvre dans lesquels on plaçait toutes les pièces de procédure, donc les PV d'audition, les rapports d'experts, mais parfois même des pièces à conviction. Donc vous voyez, le caractère précieux de la pièce qui vous est présentée et que vous pourrez admirer ici, c'est qu'une fois que cette affaire était terminée, alors on avait pour habitude de suspendre en fait ces sacs là-haut pour éviter en fait les dégâts provoqués par les rongeurs. Donc pendant les procédures, on les suspendait et à la fin de l'affaire, on refermait ce sac et on le scellait, tout simplement. Et c'est de là que vient l'expression que vous devez connaître, l'affaire est dans le sac. Et c'est de ce sac aussi, de procédure que vient ce sac à procès, l'expression vider son sac ou encore avoir plus d'un tour dans son sac qui faisait référence à la qualité que pouvait avoir le procureur lorsqu'il faisait ses réquisitions à l'encontre de l'accusé. Donc ce soir, vous avez tous devant vous un faux sac de procès, mais je vais vous demander symboliquement d'ouvrir ce sac pour commencer le récit de ce procès. Alors dans ce sac, est-ce que vous arrivez à le déceler ? Dans ce sac à procès, vous trouverez 2 cartons dans lesquels 2 mentions sont notées, coupable ou non coupable. Vous l'avez compris, nous vous demanderons à la fin de juger de la culpabilité ou de la non-culpabilité d'Agnès. 4 petits cartons qui vous proposeront un panel de peines que vous pourrez appliquer à Agnès, si vous décidez qu'elle est coupable,
Et enfin, et ça c'est plus pour vous, un panel de peines que vous pourrez garder en souvenir, qui vous montreront à quel point l'homme avait de l'imagination en 1718. Voilà, moi je vais vous laisser donc avec Sébastien, qui va un petit peu vous planter le décor et vous expliquer comment cette affaire d'Agnès Pillet a débuté. Le 11 juin 1718, rue de l'Arbre à Poire, à Cambrai, 4 heures du matin. Les propriétaires de l'immeuble sont réveillés par les cris de leur voisine, Agnès Pillet, qui vit dans les caves de l'immeuble avec ses 2 filles et son mari Savace. Elle hurle dans la cour « Au secours! Au secours! Descendez! Mon mari se meurt, il a le sous-glou !» Le propriétaire rentre dans la cave côté rue, suivi de sa femme. Arrivé sur les dernières marches, il est pris d'effroi et fait demi-tour face à la scène qu'il découvre. Henri agonise, à genoux. À 4h30, son frère constate son décès et l'enterre 2 heures plus tard. Bientôt, le bruit sourd d'une mort suspecte fait le tour de la ville. Alors, Sébastien vient de le dire, on est à Cambrai. À Cambrai, à cette époque, toutes les villes, ça s'appelle un échevinage, et dans le sud, un capitoul. Échevinage, donc, est un bel hôtel de ville, ici Cambrai, ici l'ancien hôtel de ville de Lille. Et puis, vous voyez, 15 000 habitants pour Cambrai à l'époque et 66 000 pour Lille. Pour vous donner un peu une ordre de raison. Des échevins, donc je vous ai dit, ils étaient aussi magistrats. Donc ici, un échevin de Paris, donc lui, il s'est mis directement dans sa robe rouge que seul le roi peut accorder. Et ici, un échevin de Lille, qui lui s'est mis en habit civil. D'accord ? Vous remarquez qu'ils ont tous les deux un papier. Ça, dans la représentation des peintures, le papier, c'est surtout pour montrer qu'on est un homme qui sait manier les lettres, qui sait écrire, ce qui n'est pas forcément le cas des accusés. D'accord ? On reverra ce petit artifice de peinture à chaque fois. Alors, sous l'Ancien Régime, à l'époque d'Agnès Pillet, il y a une grande ordonnance. Louis XIV a pris de multiples ordonnances pour unifier le royaume, et une ordonnance criminelle de 1670 qui va être la trame de notre procès. Dans cette ordonnance criminelle, qui a été reçue à Cambrai, sur l'ensemble du Parlement de Flandre, l'ensemble du ressort de la Cour d'appel en 1679, elle nous explique un peu ce qu'il faut faire dans la procédure. Et on voit tout de suite de la compétence des juges et que l'échevinage est bien compétent, mais ça depuis le Moyen-Âge, mais l'ordonnance le reprend, en première instance au criminel. Et qu'est-ce qu'on demande aux juges ? De dresser des procès-verbaux dès qu'ils sont au courant du crime. D'accord ? Et vous allez voir que les juges de Cambrai, ils ont fait ça, mais pas tout à fait bien. D'accord ? Alors, les juges de Cambrai, ils découvrent la mort d'Henri le 11 juin. Et dès ce jour-là, le prévôt, donc c'est le chef de la police, il va arrêter Agnès. Et avec ses sergents, ils vont aller au domicile et fermer avec des scellés le domicile. Mais ils ne vont pas dresser de procès verbal de ce qu'ils trouvent sur place. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, on va auditionner des témoins. Là, on n'est pas sûr, on n'a pas les pièces. Alors, est-ce qu'il y a eu des PV ou pas ? On ne sait pas. Et puis, Agnès, elle va être interrogée par le prévôt, donc le chef de la police, mais sans PV. Puis après, on va la transmettre aux échevins qui, eux, vont dresser un PV. Mais alors, Agnès, elle connaît ce qu'on lui reproche maintenant. Et donc, quand on dresse le PV, elle peut répondre ce qu'elle veut. Premier problème. Agnès est écrouvée. Et puis, vous voyez, 10 jours après, on a bien auditionné des gens, mais on ne sait toujours pas si Agnès est coupable, parce que à cette époque, on a un système de preuves légales. Il n'y a que certaines preuves qui peuvent être reçues. Et pour avoir une preuve complète, quand on a des témoignages, il faudrait que la personne avoue. Et Agnès n'a pas avoué. Et donc, l'échevinage demande
qu'on est l'aveu d'Agnès. Comment on fait à l'époque? On la torture. Et donc la torturer, ça s'appelle la question. D'accord? Question ordinaire, une torture simple. Question extraordinaire, une deuxième torture. Agnès, bien sûr, elle s'estime innocente, hein, elle dit qu'elle est innocente, elle le clame. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Comme on ferait aujourd'hui, elle fait appel. Appel devant qui? Devant la juridiction supérieure, qui est le Parlement de Flandre. Parlement de Flandre, c'est l'équivalent de la Cour d'appel, mais en plus, ils ont des compétences législatives que n'est pas la Cour d'appel aujourd'hui. Donc, elle ne veut pas subir la question, elle demande au Parlement un appel. Le Parlement a deux solutions. Soit il évoque l'affaire, il reprend où on en est et il se met à la place des Chevin, ce n'est pas ce qu'il va faire. Ou alors il va envoyer deux personnes faire ce qu'on appelle un plus ample informé, voir un peu ce qui s'est passé vraiment et se faire une idée. Et peut-être reprendre l'affaire après. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie un magistrat, donc un conseiller du Parlement, lui aussi, il a son petit papier, il sait lire et écrire, d'accord? Et un greffier, lui aussi, il a son petit papier, d'accord? Et là, je vais céder la parole à Damien, qui va vous expliquer un peu ce qu'ils ont trouvé sur place. Merci. Alors, on arrive à ce stade à ce qui est un deuxième début d'enquête, puisque le conseiller Demulay arrive sur place et va aller sur la scène de crime, l'endroit où on a découvert le corps, pour essayer de se rendre compte de la situation. Qu'est-ce qu'on a dans son procès-verbal? On a des éléments qui sont très contemporains. Nous lui aurions demandé si les échevins de la même ville avaient fait faire un inventaire des meubles et des effets délaissés par la dite Pillet. Les 10 effets étaient de forte petite importance, mais l'on avait fermé la cave avec une chaîne et un cadenas pour que le tout fût en sûreté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les éléments d'une scène de crime avec, premièrement, des constatations qui sont faites sur place pour rechercher des éléments, des traces qui vont pouvoir aider à la résolution de l'affaire, et puis la mise sous scellé judiciaire. Ici, vous avez un scellé contemporain, on va fermer pour empêcher que la scène de crime soit contaminée. Alors, évidemment, à l'époque, ça n'est pas fait tout à fait dans ces conditions. C'est un cadenas et une chaîne. Maintenant, on a des scellés, soit des scellés comme ceux que vous avez décachetés, ça c'était l'ancienne version, et puis la version la plus récente, maintenant, c'est des bandes adhésives. C'est un peu moins traditionnel, mais ça fonctionne très bien. Et puis sur la droite, vous avez une photographie d'une scène de crime, une vraie photographie d'une vraie scène de crime, qui date de 1900. On est au tout début de ce qu'on va appeler la police scientifique maintenant. Cette photographie, elle a été prise par un dénommé Bertillon, qui est le père de la police scientifique. Évidemment, en 1700, il n'y a pas de photo. Donc, on va retrouver la scène telle qu'elle a été laissée, mais s'il y a des éléments qui ont été bougés, on n'a pas de traces de la version initiale. Alors, quand ils arrivent sur place, ce conseiller va faire plusieurs constatations. Donc, ils ouvrent le cadenas, ils rentrent à l'intérieur, et qu'est-ce qu'ils trouvent? 2 gros draps fort sales, où nous n'avons remarqué aucun vestige de sang, mais quelques gouttes sur le bord d'une berce. Une berce, c'est un berceau, qui était à côté, dans laquelle nous avons trouvé une veste rouge ensanglantée, laquelle nous avons fait enlever pour faire partie du procès, et à quel effet nous avons fait attacher une bande de papier sur laquelle nous avons fait appliquer le cachet de nos armes. Donc là encore, recherche d'éléments matériels, de traces, et quand on trouve quelque chose d'intéressant, on va le décrire, ou quand c'est possible, alors ils n'ont pas pris tout le berceau, mais par contre, quand c'est possible, on va prélever cette veste et on va la placer sous scellé judiciaire, une bande de papier avec un cachet. Nous avons remarqué quantité de sang couvert de cendres et que le pavé avait été frotté à la force. Et nous n'avons pu découvrir rien de plus qui puisse servir à charge ou à décharge. L'enquête se fait dans les deux sens. Alors, vous voyez ici qu'il y a un élément central, ce sont les traces de sang. Ces traces de sang, elles sont évidemment très importantes. On trouve la trace de sang sur le berceau, rien sur les draps, et puis des traces de sang par terre, et ces traces de sang ont été maquillées. En tout cas, il y a eu des tentatives de les nettoyer ou de verser de la cendre par-dessus. C'est comme ça que c'est interprété. Ici, je vous ai mis une photo
d'une version contemporaine avec ce réactif. Quand on va projeter ce produit qui s'appelle du luminol, il va réagir avec le sang et on éclaire avec une lumière d'une longueur d'onde donnée et ça va provoquer une réaction. On va voir de manière fluorescente les traces de sang, même si elles ont été nettoyées. Évidemment, ces techniques-là n'existaient pas à l'époque. Et puis, sur la partie droite, vous voyez cette illustration avec un lapin dont le crâne a été explosé à coups de marteau. Alors, en dehors des aspects éthiques, ça date de fin 19e, début 20e, c'est un extrait d'un des premiers ouvrages, le premier ouvrage de morphoanalyse. La morphoanalyse, c'est l'analyse, la science qui analyse les traces de sang. Si vous connaissez peut-être la série Dexter, c'est son métier. L'analyse des traces de sang permet de savoir comment le coup a été porté, avec quel type d'objet, où se trouvait la victime, où se trouvait l'agresseur, dans quel sens on a tapé, avec quelle force. Là encore, même si on voit que cette notion de trace de sang est importante, c'est des connaissances qui sont arrivées beaucoup plus tard, fin 19e, début 20e. Un élément très important, en dehors des traces, c'est le cadavre. Vous connaissez toutes et tous l'importance du médecin légiste. Impossible d'avoir une série ou un film avec un mort sans qu'un médecin légiste intervienne. Dans le cas qui nous intéresse, il y a également eu intervention de médecins légistes, sauf qu'on n'a pas la trace de ce qu'ils ont pu constater. C'est des documents qui ont été perdus au cours de l'histoire, donc on ne sait pas ce qu'ils ont constaté, mais de toute manière, ces constatations posent problème parce qu'elles n'ont pas été faites au moment de la découverte du corps. On vous a dit en début de récit que le corps avait été enterré dans les heures qui ont suivi la découverte du cadavre. En fait, à 6 h du matin, le corps est découvert à 4 h 30, à 6 h du matin, il est déjà enterré. Et le médecin n'intervient que plus tard, le corps est exhumé, sorti du cercueil, et c'est à ce moment-là que le médecin légiste va faire ses constatations. Donc, quel que soit le contenu de ces constatations, ça va poser problème parce que ça intervient trop tard. Qu'est-ce que le médecin légiste aurait pu observer sur le corps? On a différents éléments. Il est question de pendaison. Vous avez ici un petit os qui s'appelle l'os hyoïde. Et si vous serrez trop fort, cet os, il casse. Que ce soit un étranglement ou une pendaison, on retrouve généralement une fracture de cet os. Et donc, c'est un élément qui est recherché quand on a une suspicion de mort par étranglement. Vous avez tout ce qui va être relatif à la datation du décès. Henri Bunicourt est mort entre 10h30 et 4h30 du matin. On ne sait pas quand entre ces deux bornes. Pour préciser ça, les méthodes contemporaines auraient pu s'intéresser à deux éléments. Un premier qui est mentionné, on y reviendra, que sont les rigidités, le fait que le corps va se figer dans une position, ce qui va donner une indication de datation, également de déplacement du cadavre. Et puis, les éléments de température. La température décroît, et là encore, quand le frère d'Henri le découvre, il constate que le corps est froid, et ça donne une indication sur la datation. À l'époque, c'est des éléments qui n'étaient évidemment pas considérés, en tout cas rarement. Et puis, les traces de sang qui sont présentes sur les vêtements que portait Henri et qui donnent là encore une idée de la position du corps, puisque les écoulements de sang d'un côté ou de l'autre vont indiquer comment le corps se trouvait. Tous ces éléments-là, on n'en dispose pas et de toute manière, c'était à l'époque assez limité en termes de technique et de ce qu'on pouvait interpréter. Je vais repasser la parole à Renaud pour vous présenter la suite de la procédure. Alors, le magistrat et le greffier, ils sont bien embêtés. Parce que, comme vous avez vu, on découvre ce qu'il y a sur la pièce, mais il faudrait peut-être interroger des témoins. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'on appelle l'information. D'accord ? Là aussi, c'est dans l'ordonnance criminelle. On va interroger 21 témoins. 21 témoins, évidemment, les voisins d'Agnès, ceux qui habitent au-dessus, qui sont descendus avec elle, constater la mort, les parents du défunt et les Cambrésiens et Cambrésiennes qui ont enterré le défunt. D'accord ? Et puis, le sergent qui a arrêté Agnès, comment elle a été arrêtée, et la fille aînée d'Agnès. Alors Agnès, elle ne se cachait pas, elle était sur la place quand elle a été arrêtée. Alors on a mis forme d'interrogatoire, mais c'est plutôt des auditions, là. Mais vous allez voir, ça ressemble quand même à un interrogatoire. Ça se présente toujours de la même façon.
On a un petit numéro, c'est le numéro qui a collé au nom de la personne qu'on auditionne, d'accord? C'est pour se repérer. 3 paragraphes à chaque fois. Premier paragraphe, identification du témoin, nom, prénom, âge, profession, marié, non marié. Troisième paragraphe, la déposition en elle-même. Alors ça ressemble beaucoup à un interrogatoire, c'est parce que on lui a demandé si a répondu que d'accord? C'est pas le témoin qui parle tout seul, d'accord? Et puis ensuite, troisième paragraphe, la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire, donc on leur relit la déposition et on leur demande de confirmer. Et ici, le conseiller Demulé a signé avec le greffier Lequin. D'accord? Alors j'avais écrit qu'il y avait la fille d'Agnès, qui s'appelle Françoise, qui a été auditionnée. Elle, quand on regarde son témoignage, il n'est pas du tout comme les autres. Il n'y a pas 3 paragraphes. C'est bizarre. Et quand on le lit, on se dit, il y a une longue narration qui semble être faite par le conseiller du Parlement. Et il semble faire les questions et les réponses. C'est bizarre quand même pour une audition. Et la fille d'Agnès, son témoignage, il est tellement précieux qu'on va l'interroger une seconde fois. La seconde fois, je vous ai souligné, on ne le voit pas bien, mais il faudrait déjà savoir lire ça. Mais qu'est-ce qu'on lit? Le conseiller va faire une pression. Il va introduire un biais cognitif dans la fille d'Agnès. C'est-à-dire, il va lui dire, c'est une enfant, elle a 6 ans, il va lui dire, tu sais que si tu ne dis pas la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas aller au paradis. Tu n'iras pas au paradis, tu iras où? Tu iras en enfer. Alors là, vous imaginez la petite fille, tout de suite, elle fait. On l'a déjà interrogée, elle sait ce qu'elle doit dire. Elle va répéter bêtement ce qu'on lui a appris. D'accord? Je vais repasser la parole, cette fois-ci, à Damien, qui va vous expliquer le contenu des témoignages. Alors si on reprend, toujours dans la même perspective, de comparer un petit peu ce qui a été fait à l'époque avec la pratique plus contemporaine, il est évident que la manière dont on va collecter les témoignages va conditionner la quantité d'informations qu'on va pouvoir récupérer et leur fiabilité. Je vous ai mis ici la méthode Progrès, qui est une méthode contemporaine qui va consister à mettre la personne qu'on auditionne en confiance avant d'arriver aux questions qu'on souhaite lui poser. L'objectif, c'est d'introduire le moins de biais possible et de récolter le maximum d'informations qui soient les plus précises, les plus fiables possibles. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit d'auditionner un enfant, qui sont beaucoup plus influençables, qui ont plus de mal à maintenir leur attention. Et donc, il y a des protocoles d'audition qui existent pour auditionner les enfants. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà eu l'occasion de demander à un enfant de 6 ans, l'âge de la fille d'Agnès, de la fille aînée d'Agnès, un enfant de 6 ans de vous raconter sa journée, ou de vous raconter n'importe quoi d'ailleurs. C'est extrêmement dur d'avoir un récit qui soit un minimum construit. La chronologie pose problème. Alors regardez ce qu'on a dans le cas du témoignage de la fille d'Agnès, la fille aînée. Françoise va dire que sa mère est allée prendre un couteau, qu'elle est venue couper la gorge à son père qui dormait. Et le PV raconte comment la petite fille a mimé le geste. Alors on peut qu'imaginer quelque chose de ce type-là, comment sa mère a coupé la gorge de son père. Aussitôt, il avait beaucoup saigné par la gorge et par la bouche, et le sang a coulé jusqu'à terre. La dite mère a tiré son père par les pieds et les bras, et elle a lavé la cave, et elle a nettoyé et balayé. Ça, c'est le témoignage qui est obtenu par les magistrats de cette petite fille de 6 ans. Et ce récit, il est extrêmement important. Évidemment, présenté comme ça paraît assez clair. La question qu'il va falloir que vous gardiez en tête, c'est est-ce que ce récit, c'est celui de la petite fille, c'est un témoignage sur lequel va s'appuyer la version que reconstituent les enquêteurs, ou est-ce que ce que raconte cette petite fille, c'est ce que les enquêteurs lui ont suggéré? Où est la cause, où est l'effet? Si on regarde 2 autres témoignages qui sont extrêmement importants, celui de la mère de la victime, Marie Moitié, la mère du mari d'Agnès, d'Henri. Donc Henri lui a dit plusieurs fois qu'il avait une sotte de femme, mais il ne s'est pas plaint d'autre chose. En dehors du fait qu'elle était bête et qu'elle était très sale, qu'elle s'occupait mal de la maison, il n'avait rien d'autre à lui reprocher.
Donc, elle n'a pas vu de sang et elle ne sait pas s'il a été égorgé autrement que par oui-dire. Quand elle est allée voir le corps de son fils, elle n'a pas constaté ni de sang, ni qu'il avait été égorgé. C'est ensuite qu'elle a entendu parler de ça. Elle n'a pas connu qu'il y avait du sang sur un veste rouge à cause de l'obscurité et qu'à l'époque, elle pensait que son fils s'était étranglé, qu'il s'était pendu. Et donc, comme elle pensait qu'il s'était pendu, elle n'a pas vu le sang. On peut se poser la question également de cette question de biais. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vu le sang? Simplement parce qu'elle pensait qu'il s'était pendu. Et puis, un élément très important, son fils s'était mis des chimères dans la tête. Il était fou. Et notamment, il pensait qu'on ne voulait plus le recevoir et que quelqu'un voulait le tuer, surtout quand il voyait des militaires, des soldats. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve également dans le témoignage du frère de la victime, qui apporte les mêmes éléments. Alors, il va redire que sa femme était sotte, il va redire que lui avait des chimères en tête, il perdait un peu la tête. Il a trouvé son frère qui était étendu mort dans la cave, la tête sur le dos d'une chaise, les pieds du côté rue et la tête à côté des pieds du lit. Il était mort passé quelques temps, il était déjà raide, et son frère donc, a mis la main sur l'estomac, et il sentait encore un peu de chaleur, mais les autres parties du corps étaient déjà froides. Donc là, vous voyez, on a des éléments de chronologie, de datation, à partir des caractéristiques du cadavre. Il était en chemise avec une veste rouge par-dessus et le col entouré d'un mouchoir brun lié avec 2 gros nœuds par derrière. Cette veste était remplie de sang le long du corps et au bras, et c'est également la chemise qu'il portait en dessous, aux mêmes endroits. Et il raconte qu'il était tellement prévenu de ce qu'on lui avait dit que son frère s'était étranglé qu'il ne s'est point aperçu qu'il avait la gorge coupée. Là encore, on retrouve cette même version, et on peut se poser la question sur ce témoignage. S'il dit ça, c'est parce qu'on lui dit « il avait la gorge coupée, pourquoi vous n'avez pas vu ?» Il répond « parce que j'étais persuadé qu'il s'était étranglé ». Il n'a pas regardé si son frère était blessé dans quelques parties de son corps, et ça, on y reviendra après. Il y a des blessures qui ont été constatées ensuite à l'exhumation, mais que, à ce moment-là, personne n'a vu. On a donc cette première phase, l'enquête, les témoignages, et il va être temps de rassembler toutes ces pièces. Alors, le rassemblement de toutes ces pièces, c'est ce qu'on appelle le récollement. On va remettre tous les témoignages en forme, on va faire revenir tous les témoins, les refaire signer, dans un seul but, confronter l'accusé avec tous ces témoins, front à front, d'accord, en face du conseiller. Là aussi, l'ordonnance nous dit comment faire. Comment on interroge un accusé à l'époque? On n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi ce qui nous choque aujourd'hui. Quelqu'un qui va pouvoir, dont la sanction, la peine qui est encourue, c'est une peine qui va toucher son corps, on peut l'interroger sur un petit tabouret, comme ici, on l'a enlevé, il y en a là, sur la table, qu'on appelle la sellette. Vous connaissez l'expression « être sur la sellette ». Petit tabouret qui vous passe en position d'infériorité, d'accord, face au juge. N'oubliez pas, hein, ils sont en rouge, ils sont devant vous, bien en hauteur, et vous êtes tout petit, vous ne savez pas où vous êtes, d'accord? Et on vous pose des questions, il faut répondre. Et puis, elle n'avoue jamais notre Agnès, d'accord? Et là, il n'y a pas de preuve dans ce système de preuve légale, il n'y a pas de preuve complète. Et donc, on l'avait déjà vu avec les échevins de Cambrai, la seule solution qui reste, c'est la torture, la question. D'accord ? Là encore, l'ordonnance nous dit quand on peut questionner. La question, c'est uniquement s'il y a un crime passible d'une peine de mort. Là, c'est le cas, elle aurait tué quelqu'un. Donc, il y a un crime passible d'une peine de mort. Et là, très important, alors quelque chose qui nous dépasse complètement, quand les preuves précédentes sont insuffisantes. Donc, tous les témoignages sont insuffisants, donc on ne s'en occupe plus. Et puis, on fait la question. Puis vous allez voir que si on n'avoue pas la question, on va les reprendre, ces preuves. Donc à un moment, elles sont insuffisantes, puis après, elles redeviennent suffisantes pour faire l'intime conviction du juge. C'est quand même un peu bizarre. En tout cas, dans la question, voilà ce qu'on peut faire. On peut torturer une fois, c'est la question ordinaire, 2 fois la question extraordinaire,
de la deuxième fois, c'est plus violent, hein. Alors ici, on est à peu près là, il faut regarder bien à chaque fois, hein, ça va très vite dans les étapes. Ici, on en est à comment on l'a torturé. On vous a montré un petit procédé ici. Donc, il faut que je passe les différentes questions. Voilà, je vais y arriver. Agnès, elle est questionnée avec un collier, d'accord, une chaise. Ça, c'est la question ordinaire. Et le bourreau, il a une corde. Et à chaque fois que le magistrat lui demande, il tire la corde. Donc évidemment, le collier fait mal, elle bouge sur la chaise, elle a encore plus mal. D'accord ? Ça, c'est la question ordinaire. La question extraordinaire, on va lui presser les doigts, d'accord ? En plus de tout ce dispositif. D'accord ? Non, c'est tout avancé, ça m'énerve. Alors, il y a des différentes formes aussi, mais qui ne sont pas appliquées au Parlement de Flandre. Ici, c'est à Paris. On peut vous torturer à l'eau, donc on vous suspend, d'accord, et on vous fait boire des litres et des litres d'eau, d'accord. Ça, c'est une première forme. C'est en général l'été, le printemps, parce que l'hiver, il fait trop froid. Donc là, on vous met ce qu'on appelle les brodequins. Donc on vous met le pied entre deux planches et le bourreau va enfoncer des coins. Vous voyez, à chaque fois, il y a quand même les juges derrière. Donc là, ils sont là, ils posent les questions. Et ceux qui disent au bourreau, allez, un petit coin supplémentaire. D'accord ? Et à la torture extraordinaire, eh bien, il n'y a pas 4 coins, comme on voit, il y en a 8. D'accord ? Ah, on peut vous étirer aussi. 2 formes d'étirement qui sont très douloureux. L'étirement avec le chevalet, d'accord ? Et l'étirement avec l'estrapade. Chevalet, encore, les juges sont là, il y a les 2 bourreaux, on vous étire sur un dispositif. L'estrapade, là, on vous pend par les bras à l'arrière, donc là, c'est vraiment les épaules qui prennent, et on met 2 poids, que ça fasse bien mal. Qu'a dit Agnès et qu'a ressenti Agnès? Les mots et mots d'Agnès. Agnès, son PV d'interrogatoire à la question, il fait 11 pages manuscrites. D'accord ? Je pense que ça a duré 1 heure ou 2. On n'a pas le timing, quoi, mais apparemment 1 heure ou 2. Parce qu'on la réveille, ça commence à 6 heures du matin, hein, dès le lever. Et à un moment, tout à l'heure Damien l'a dit, il y a des médecins et des chirurgiens qui assistent à ça, hein, qui sont dans cette procédure-là. Ils sont là pour dire, bon attention, là elle va vraiment plus bien. Et à un moment, on voit dans le PV, ils disent, bon, si vous voulez faire la question extraordinaire, donc la deuxième, celle avec le gaufrier, c'est le moment là, hein, parce qu'elle va vraiment plus bien. Donc il faut y aller. Donc là, on va attendre midi pour faire la question extraordinaire. Et alors j'ai compté, 12 fois on a actionné les cordes, d'accord, par le bourreau, donc 12 fois elle a dû crier, et 2 fois on a pressé le gaufrier quand c'était l'extraordinaire, d'accord. Et 2 fois pour la réveiller, on lui a jeté de l'eau froide, hein, parce que c'est pas bien, hein, si vous vous endormez, vous sentez rien, donc on vous réveille de temps en temps. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a dit ? Et alors là, vous pouvez prendre, enfin j'en ai lu plusieurs, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Alors, on ne sait pas si c'est le greffier qui dit les mêmes mots ou si c'est vraiment les mêmes mots qui sont prononcés, mais ça serait un peu bizarre. Au début, c'est toujours « Ah, mon Dieu !» Ensuite « Ah, je suis innocent » ou « Je suis innocente ». « Mon Dieu, miséricorde !» Puis à la fin « Ah, mon Dieu, j'ai dit la vérité !»« Ah, mon Dieu, je meurs !» D'accord ? Alors Damien va revenir et il va vous expliquer un peu de notre côté ce qu'on ferait actuellement. Alors on va faire une petite synthèse des différents éléments qu'on a. Pendant tout son interrogatoire, Agnès n'a rien avoué. Elle va juste se défendre en disant que ça n'est pas elle et que c'est son mari qui s'est infligé lui-même les blessures ou qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas d'élément de réponse. Quand on est dans une procédure compliquée comme ça, avec des témoins, des traces, etc., vous connaissez ce type de représentation.
avec des fils rouges qui vont permettre de connecter des acteurs à des endroits, à des objets. Bon, ça, c'est la vision classique. En fait, maintenant, la police scientifique utilise les enquêteurs utilisent des logiciels d'analyse criminalistique, comme Anacrim, qui permettent de représenter toutes ces connexions. Et vous imaginez qu'en plus, quand on rajoute les données numériques des réseaux sociaux, par exemple, ça devient gigantesque, mais ça permet de faire une synthèse. Ici, on va utiliser des outils beaucoup plus simples pour faire cette synthèse. Je vous ai mis à gauche, apparaît l'accusation. Qu'est-ce qui va avoir tendance à incriminer Agnès, plutôt la version défendue par les enquêteurs. Et puis, à droite, la version d'Agnès, en tout cas, ce qui va pouvoir avoir tendance plutôt à l'innocenter. Alors, il y a différents éléments, je ne vais pas tous les détailler, mais on peut noter que c'est des circonstances assez étranges pour un suicide, avec un égorgement et puis un corps qui est retrouvé à moitié pendu. Mais on peut aussi noter que son mari était complètement instable, il avait des chimères en tête, et qu'on ne comprend pas très bien quel aurait été le mobile d'Agnès pour le tuer. On peut noter des contradictions, un comportement étrange. C'est vrai qu'Agnès ne répond pas toujours très bien, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. D'un autre côté, ces éléments ont été obtenus pour partie sous la torture, et on note également que c'était une femme qui était présentée globalement par sa belle famille comme étant sotte. Donc ça peut expliquer un certain nombre de choses. Il y a des témoins à charge, dont la fille aînée, mais ces témoins, pour beaucoup, ont été influencés lors des auditions, voire même, sans doute, incités à répéter une version qui leur a été donnée par les enquêteurs. Il y a des éléments sur les circonstances et le moment du décès. Le moment du décès n'est pas clair, mais en fait, il n'est pas clair ni dans le cadre de l'accusation, ni dans le cadre de la défense. La veste avec les traces de sang qui, à un moment, pose question, en fait, si la victime s'est blessée seule, c'est normal de retrouver des traces de sang, ça ne prouve pas que c'est Agnès qui l'a tuée. La tache de sang sur le berceau, là encore, peut provenir soit d'une projection de sang, soit de la veste qui a ensuite été posée sur le berceau, et donc on peut avoir une contamination. Les traces de sang au sol, nettoyées, dissimulées, dit l'accusation. Peut-être simplement, on peut imaginer que cette femme n'avait pas envie de rester dans la pièce avec des traces du sang de son mari au sol, et donc elle aurait simplement essayé de nettoyer ou d'atténuer un petit peu. Il y a une question qui est assez importante sur ces traces de sang, qui est aussi l'absence de traces de sang sur les draps. Vous vous souvenez peut-être, dans un des éléments qu'on vous a présenté, il n'y a pas de traces de sang sur les draps qui sont constatées. Or, dans le témoignage de la fille, il a indiqué que immédiatement, il y a du sang qui coule et qu'il a craché du sang. Pourtant, on ne retrouve pas de traces de sang sur les draps, là où Agnès aurait pu l'égorger. Des blessures, le mouchoir noué par derrière. Là encore, ces blessures n'ont pas été constatées par les témoins. Le mouchoir, on ne sait pas qui l'a mis, ça n'est pas forcément Agnès. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, pour ces éléments, on a une version qui est celle de l'accusation, mais on peut également trouver des éléments qui viennent plutôt innocenter Agnès. Et face à ça, il faut prendre une décision. Voilà, me revoici en fin de procès. Je vous ai trouvé très attentif. Moi, j'aimerais vous parler, avant qu'on passe dans la phase finale, d'un acteur dont vous n'avez pas entendu beaucoup parler, mais qui est présent tout au long de cette procédure, qui est le procureur général. Donc, il intervient régulièrement à différentes étapes de la procédure pour faire des réquisitions. Et ce procureur va d'abord faire des réquisitions le 31 juillet 1718, et il va demander pour Agnès quel est le point coupé, qu'elle soit pendue et étranglée à une potence sur la grande place de Cambrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Entre-temps, nous n'avons pas eu l'occasion de vous le dire, mais il s'est avéré qu'Agnès était enceinte. La procédure a donc été suspendue. On avait quand même un petit peu d'humanité à cette époque. Donc il n'a pas été procédé à la question, c'est-à-dire qu'Agnès a avoué être enceinte juste avant d'être torturée. Donc on a stoppé immédiatement la procédure de la question. On l'a reportée à une date ultérieure. Une fois qu'il était procédé à la question, le parquet a de nouveau émis un réquisitoire dans lequel, cette fois-ci, il ne demande plus qu'elle soit pendue, mais il demande qu'elle soit flétrie au fer chaud sur chacune de ses épaules, qu'elle soit fustigée donc à différents carrefours de Cambrai, on reviendra dessus, et qu'ensuite elle soit bannie. Pour en terminer avec les acteurs de la procédure, il y a sans doute un acteur dont vous n'avez pas entendu parler, qui est l'avocat.
tout simplement parce qu'il n'y en a pas dans les procédures criminelles à cette époque, et que Agnès a dû faire entendre sa cause seule devant ses juges. Donc, nous allons devoir trouver une peine, ou en tout cas décider si Agnès mérite une peine ce soir. Donc, vous avez deux possibilités, soit rendre ce qu'on appelle un jugement d'absolution, donc il y a différents types de jugements, on ne va pas s'y attarder, ou un jugement de condamnation. L'une des caractéristiques de l'Ancien Régime, c'est que l'ordonnance ne dit rien sur ce qui peut être qualifié de crime ou pas. C'est au juge de décider ce qui est un crime, ce qui ne l'est pas. De la même manière, le juge n'indique aucune peine à l'encontre d'une personne en fonction du crime qu'elle a commis. C'est au juge de décider, au coup près, ce que le bourreau fera de la victime. Et l'autre particularité, c'est que les exécutions ont toujours lieu en place publique. Ici, vous avez une représentation de la célèbre place de Grève à Paris, sur laquelle étaient exécutées les personnes. Tout simplement parce que les peines ont deux caractéristiques sous l'Ancien Régime. Ce sont des peines qui sont dites inflictives et infamantes. Infamantes, elles ont pour objet d'humilier la personne qui va subir la peine. Et inflictives, c'est qu'elles doivent faire mal. Vous l'aurez compris, la peine a toujours une connotation liée au corps. Et la prison n'existe pas en tant que peine. La prison existe pour y mettre les mendiants, les vagabonds, pour conserver l'accusé sous la main, mais ça n'existe pas en tant que peine. Donc nous avons systématiquement des châtiments corporels. Premier châtiment corporel possible, c'est la fustigation, c'est le fait de fouetter quelqu'un. Et là, vous voyez une représentation qui est issue des archives de Lille, où le greffier en fait, a mis en scène, a dessiné en fait, la condamnation de la personne. Donc la fustigation consistait à promener une personne dans ce qu'on appelle un tombereau, une sorte de charrette, et elle était fouettée, on s'arrêtait à chaque carrefour, et le greffier énonçait la nature de sa peine. Vous avez ensuite la flétrissure, vous comprenez, c'est le marquage au fer rouge. Ce marquage pouvait se faire sur les épaules, il pouvait se faire aussi pendant une période sur le front, et la personne était marquée du sceau de son infamie. Par exemple, pour vol, on mettait un V, ou parfois à d'autres époques, c'était la fleur de lys qui symbolisait le roi qui pouvait être apposé. Ensuite, vous avez le carcan et le pilori. Alors, c'est deux versions, une version un peu plus élaborée, une version un petit peu plus light. Le carcan consiste à mettre un petit poteau de bois au milieu de la grande place, puisqu'il faut toujours qu'il y ait une audience publique, d'y installer la personne. Dans les deux cas, vous voyez qu'il y a un petit panneau qui indique la nature du crime qui est reproché à l'auteur des faits. Voilà. Donc, amende honorable, alors ça, souvent, c'est gentil, c'est le préalable à une condamnation plus sévère. Faire amende honorable, c'est de là que vient l'expression connue, faire amende honorable, consistait à demander à la personne donc, qui est quasiment nue, ça ne se voit pas forcément, mais elle est en sous-vêtements, de passer dans différentes zones de la ville, et plus particulièrement souvent au pied du palais de justice, au pied de l'église, pour demander pardon à Dieu, au roi et donc à la société des faits commis. Et vous voyez, le personnage que vous voyez là, à côté, c'est le greffier qui énonce la nature des peines reprochées, enfin la condamnation qui a été émise. Une condamnation qui est assez amusante, ce qu'on pourrait appeler le jugement par contumace aujourd'hui, qui correspond à une exécution en effigie. Lorsque le coupable n'était pas retrouvé, il était tout de même jugé, et symboliquement, on pendait une représentation de lui, alors soit par un mannequin, soit effectivement un portrait, si on pouvait en avoir un. L'écartèlement, qui est une peine qui a été quand même rarement pratiquée en France, mais qui a été pratiquée, cette peine est réservée en fait au cas de régicide, c'est-à-dire lorsqu'il y a une tentative d'assassinat ou un assassinat du roi. Le bûcher, vous connaissez, très souvent utilisé pendant les procès de sorcellerie, mais également, là, voyant l'espèce, il a été utilisé, en tout cas sur le petit cartouche, c'est indiqué, pour une affaire de meurtre. Les galères, voilà, qui était une peine qui n'était appliquée que par les hommes. On a des situations variables en fonction de votre statut et aussi en fonction de votre genre. Donc, c'était les hommes qui subissaient la galère. Le bannissement, il pouvait être à temps, à perpétuité, et il pouvait être délimité dans une aire géographique. Ensuite, la décapitation, la autre particularité, la décapitation ne se fait pas de la même manière selon que vous appartenez au tiers-état ou que vous êtes un noble. Ici, la décapitation à l'épée pouvait parfois être considérée comme une peine qui n'était pas infamante. C'était plutôt un privilège d'être décapité au sabre. Pour les roturiers. Pour le tiers-état, on réservait plutôt une petite hachette, une petite hache, un petit couteau qui s'appelait le doloir. Donc, du coup, je vous laisse apprécier la précision que pouvait avoir ce petit couteau. Ensuite, à côté, vous avez le supplice de la roue. Alors là, de la même manière, c'est un supplice qui n'est appliqué qu'aux hommes.
sans doute pour des questions religieuses, de mœurs et de posture dans laquelle on pouvait mettre la femme. Donc c'était réservé en général aux hommes. Et là, vous voyez, le bourreau, l'exécuteur public, donne un certain nombre de coups qui ont été définis aussi par le juge en amont. Parfois, le juge pouvait émettre ce qu'on appelait un retentum, c'était un jugement secret dans lequel, par exemple, notamment dans le cadre de la décapitation, désolé pour les âmes sensibles, il pouvait autoriser le bourreau à couper les ligaments, ce qui permettait au corps de se démembrer beaucoup plus rapidement. Mais ça, le retentum n'était pas rendu public. Ça se faisait parfois aussi au moment du bûcher. Le bourreau passait discrètement et donnait un coup, donc tout le monde pensait que la personne était morte, brûlée vive, or elle était décédée avant. C'était une manière pour le juge de faire preuve d'un petit peu de clémence. Voilà. Donc, on arrive à la phase finale de notre procès. Vous voyez, comme un drame, nous l'avons fait en 5 actes. Ça va être à vous désormais de vous prononcer sur la culpabilité d'Agnès. Et nous vous livrerons ensuite ce qui s'est véritablement passé, quelle a été la décision du Parlement de Flandre. Donc, je vais vous demander, vous avez donc 2 petits cartons, je vais vous demander de voter, on va le faire à la main levée, hein. Pas de secret ici. Donc, pour ceux qui considèrent que Agnès, je l'avais dit, je l'ai fait, désolée, je vous parle de Marguerite, c'est une autre affaire pénale sur laquelle on a travaillé. Pour ceux qui considèrent que Agnès n'est pas coupable, donc je vous demande de lever votre carton non coupable. Voilà, bon, bah, c'est dit, c'est fait. Du coup, pour ceux qui pensent que Agnès Pillet est coupable, je vous demande de lever votre carton. Voilà, donc j'ai 2 coupables. Alors, on va demander aux 2 personnes qui ont décidé que Agnès était coupable de choisir parmi 4 des peines qui vous ont été proposées. La décapitation, la pendaison, le bannissement ou le bûcher. Alors, quelle peine? Bannissement? Monsieur? Ah. Alors, 2 bannissements. J'attire enfin votre attention, avant de vous livrer la décision qui a été rendue, l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel, des délais de procédure. Cette affaire, elle débute en juin 1818. L'issue de ce procès est en janvier 1719. C'est particulièrement long dans une procédure, puisqu'on a déjà traité de procédures dans lesquelles la personne était jugée dans les 3 mois qui suivaient le crime. Donc là, les délais de procédure longs sont dus en fait à la situation de grossesse tout simplement d'Agnès. Je vais laisser Sébastien vous énoncer l'arrêt qui a été rendu, la sentence qui a été rendue par le Parlement de Flandre. Par arrêt en date du 20 janvier 1719, Agnès Pillet est suspectée d'avoir, au cours de la nuit du 10 au 11 juin 1718, égorgé Henri Bunicourt, son mari dormant en son lit, avec un couteau pliant qu'elle aurait pris dans une armoire et de l'avoir ensuite traîné dans un petit caveau et de l'avoir attaché par le col avec une ficelle à un clou. En réparation de quoi elle est condamnée à être battue et fustigée nue de verge. La corde au col par l'exécuteur de la haute justice par tous les carrefours et lieux accoutumés de la ville de Cambrai. À l'un d'eux, elle sera flétrie au fer chaud sur les 2 épaules et ensuite bannie à perpétuité du royaume de France. Voilà, donc vous l'avez compris, la sanction de nos 2 juges qui ont considéré qu'Agnès était coupable était la bonne sanction puisqu'elle a été bannie. Voilà, c'est ainsi que se termine notre retour dans l'histoire en 1718. Nous allons nous rendre disponibles pour répondre à quelques-unes de vos questions si vous en avez. Je voudrais juste terminer en remerciant notre délégation, la délégation des Hauts-de-France, qui nous a permis ce soir de tenir cet événement qui était important pour nous. À l'Hospice Comtesse pour avoir mis à nos dispositions, et j'espère que vous pourrez en profiter et apprécier effectivement ce qui est les collections qui ont été mises et qui ont été sorties pour vous ce soir. Et aussi remercier les archives départementales qui, encore une fois, nous ont permis d'avoir ce sac de procédures qui donne une tonalité complètement différente pour nous à ce procès ce soir.
Donc nous sommes à votre disposition pour des questions.